Bonjour, nous avons en ligne Monsieur Michel Georget, qui est professeur Oui, honoraire de biologie. Bonjour. bonjour à vous. Alors, vous venez de publier un livre qui est d'ailleurs assez gros, hein, il fait plus de 500 pages, sur la vaccination. Alors, je dois reconnaître que je l'ai reçu il y a 2 jours et j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais je l'ai lu et ça m'a beaucoup intéressé, et c'est pour ça que je vous interroge aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous a donné, en tant que professeur de biologie, l'idée d'écrire un livre sur la vaccination? Ah, mais écoutez, l'origine, ça remonte loin, ça remonte, allez, on va dire, pour simplifier, à une cinquantaine d'années, parce que notre médecin de famille de l'époque, quand nous étions jeunes pères de famille, nous avait dit, ah, vous savez, la vaccination, c'est pas la panacée, vous devriez y réfléchir. Et puis, il s'est trouvé qu'à la même époque, j'ai eu dans mes relations, enfin, disons, dans mon voisinage, où la famille est plus ou moins proche, 4 accidents liés à la vaccination. Bon, je vous les énumère pas, peu importe, mais ça nous a donné l'idée donc de rechercher ce qu'il pouvait en être, d'autant que notre médecin nous avait conseillé de le documenter. Alors, ben effectivement, durant ma carrière, puisque je suis en retraite maintenant, je n'ai pas pu me livrer beaucoup à cette recherche, mais à partir du moment où je suis arrivé en retraite, j'ai passé 4 années à rechercher dans les bibliothèques, alors soit à côté de chez moi où j'ai une bibliothèque de la faculté des sciences et de la faculté de médecine, mais surtout à Paris, à la faculté, enfin à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, hein, qui se trouve à côté de Léon, et où j'ai donc analysé, alors en chiffreront, 800 références bibliographiques, à partir desquelles j'ai tiré la matière donc de ce livre que vous venez de signaler. Alors, qui s'appelle d'ailleurs Vaccination et qui est publié aux éditions d'Angle. Alors, si je Voilà. vous demandais de retenir trois idées, allez, trois idées principales de votre étude, de votre analyse, qu'est-ce que vous nous diriez? Ah, qu'est-ce que je dirais? Ben, c'est un petit peu ce qui figure en sous-titre. Parce que, bon, le titre entier, c'est Vaccination des vérités indésirables. Donc, ça veut bien dire déjà qu'on va révéler des choses qu'on ne dit pas habituellement et qui ne sont pas réconfortantes. Mais c'est surtout, il y a 3 mots en dessous, j'ai mis s'informer, choisir, assumer. C'est-à-dire qu'il y a un défaut d'information majeur du public. Il n'y a pas d'information transparente concernant l'ensemble des vaccins. Puis ensuite, à partir de là, j'estime que chacun doit être libre, comme pour les autres aspects de la santé, de choisir s'il veut accepter une vaccination ou au contraire s'il ne l'accepte pas. Et puis à partir de là, assumer, c'est-à-dire que si vous refusez une vaccination et que vous êtes malade, faut assumer d'être malade, mais en sens inverse, si vous acceptez la vaccination et que vous avez ensuite un effet indésirable, il faut l'assumer également. Vous voyez, pour moi, le facteur majeur, c'est l'information. Or, malheureusement, on n'a pas d'information, que ce soit dans les médias, la radio, la télé, etc. Mais c'est plus de la publicité, on va dire, quand ce n'est pas de la propagande. Et c'est pour ça que nous vous interrogeons aujourd'hui. Alors, dans un chapitre très intéressant, vous parlez beaucoup des adjuvants et on en parle beaucoup actuellement. Et d'ailleurs, il Oui, est étonnant que les adjuvants comme l'aluminium, par exemple, on ne le trouve plus dans la vaccination animale, mais qu'on le trouve encore dans la vaccination humaine. Alors, qu'est-ce que vous oui. pouvez nous dire sur l'aluminium, par exemple, comme adjuvant? Alors, l'aluminium, il a été dit beaucoup de choses et il y a des personnes qui sont beaucoup plus encore au courant, enfin disons, elles sont spécialisées dans ce domaine. Vous êtes adressé par exemple à l'association E3M, hein, c'est-à-dire les victimes de la myofascite à macrophage. Alors eux, ils sont très pointus sur les problèmes de l'aluminium. Mais je vous conseille surtout la lecture d'un livre du professeur Gherardi, qui est le spécialiste de la myofascite à macrophage et qui s'appelle le Toxic Story. Je ne sais pas si vous connaissez le Si, livre. si, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, il fait Alors, c'est à référence. lire impérativement. D'abord pour 2 raisons. D'abord, c'est un livre de spécialiste et en plus, c'est merveilleusement écrit dans un très bon français. C'est un vrai roman policier, mais qui relate toutes les difficultés qu'il a eu à faire connaître ses études et surtout à les poursuivre. Alors, ce que vous Donc, nous... en ce qui concerne l'aluminium, moi, je vous conseille ça. Mais l'aluminium, bon, c'est un toxique pour le système nerveux. C'est connu depuis longtemps. Et on le connaît notamment à partir des dialysés. C'est les premières études qui ont été faites sur les gens qui sont dialysés pendant des années et qui présentent donc un certain nombre de troubles que l'on sait liés à l'aluminium. Et vous nous dites, par exemple, dans votre livre, qu'on a abandonné le calcium tout simplement parce qu'on a changé de laboratoire, en quelque sorte. Ah ben tout à fait, parce que il y a eu, bon,
bon, les vaccins, bon, aujourd'hui, c'est essentiellement Mérieux qui les fabrique, mais il y a eu une fabrique du temps, enfin, il y a quelques années, à Pasteur. Il y avait une branche vaccin à Pasteur. Et cette branche vaccin utilisait le phosphate de calcium. Le phosphate de calcium, c'est un produit qu'on a dans l'organisme, hein. On en a dans le squelette autant qu'on en veut. Donc c'est un produit naturel qui est bien toléré par l'organisme. Mais à partir du moment où cette branche vaccin a été reprise, rachetée par l'Institut Mérieux, Mérieux a dit, nous on utilise l'aluminium, on ne va pas faire deux lignes de fabrication, on abandonne le phosphate de calcium. C'est comme ça que ça s'est fait. Et il n'y a plus de vaccin actuellement, ou quasiment plus en France, qui ne soit pas sans aluminium. Ah, écoutez, il y en a pratiquement dans tous les vaccins, sauf dans le ROR, hein, à ma connaissance. D'accord. Alors, il y en a plus ou moins selon les vaccins, mais il y en a dans tous, sauf, je répète, le ROR. Et alors donc, vous l'avez envisagé dans votre livre et vous venez d'en parler. Est-ce que vous avez pu, d'après les études que vous avez analysées, démontrer une réelle proximité, sans dire une causalité, d'effets directs entre certaines maladies et la vaccination? Ah, une causalité, bon, ça, la causalité est toujours très difficile à obtenir. Alors, c'est évidemment un drame parce que beaucoup de personnes en bonne santé jusqu'à la vaccination qui ensuite présentent des dérèglements, quand elles intentent une action en justice, on arrive toujours à trouver un biais pour dire ah ben oui, mais peut-être qu'elle a eu telle exposition qui a pu provoquer le même résultat. Alors, c'est extrêmement difficile. Cependant, dans la littérature médicale, vous trouvez, alors je n'ai pas la citation sous les yeux, mais des études qui montrent que j'ai même des citations dans mon livre, alors je peux malheureusement pas vous en donner la page parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais un professeur de médecine, professeur Hanslick, hein, pour ne pas le nommer, qui dit que lorsqu'on a une maladie immunologique, eh bien il faut rechercher l'administration d'un vaccin dans le mois qui précède le début des troubles. Ce qui semble bien dire que, et c'est dit d'ailleurs clairement dans cette publication, que toute vaccination peut déclencher des manifestations auto-immunes. Vous voyez, donc c'est bien la matérialisation d'une preuve entre la vaccination, n'importe quelle vaccination d'ailleurs, et le déclenchement d'une maladie auto-immune. Alors, vous l'avez un peu écrit, d'après ce que j'ai pu voir, le livre, pour aider les médecins de famille à se faire une idée sur la vaccination. Faut-il faire, faut-il pas faire, quelle attitude prendre? Alors, à la fin de votre étude, quelle attitude finalement vous conseillez plus ou moins aux médecins de prendre vis-à-vis des vaccinations? Ah ben je vais vous refaire la même recommandation qu'il y a 3 minutes, c'est que le médecin doit s'informer. Parce que malheureusement, une fois qu'il a terminé ses études médicales, il est difficile lorsqu'il a une patientèle de consacrer, comme je l'ai fait moi dans les bibliothèques, des jours et des semaines à se documenter dans des publications qui sont des publications originelles, si vous voulez. Hein. Si vous recherchez des informations dans la presse médicale, le quotidien du médecin, etc., sauf dans Prescrire, qui est une revue indépendante, toutes les autres revues que reçoivent les médecins, plus ou moins gratuitement d'ailleurs, eh bien, ce sont des publications qui sont sponsorisées par l'industrie pharmaceutique, alors qui évidemment ne vont pas dire du mal des vaccins qu'elles produisent. Alors moi je dis, il faut que les médecins s'informent, parce que j'ai vu très souvent des médecins qui ne connaissent pas la composition des vaccins et qui n'en connaissent pas évidemment les dégâts possibles. Alors vous avez parlé tout à l'heure des adjuvants, et dans les adjuvants vous avez cité le mercure. Alors le mercure n'est pas un adjuvant, c'est un conservateur que l'on utilise dans le processus de fabrication des vaccins pour que la chaîne de fabrication soit stérile. Alors il en reste toujours malheureusement des traces dans le produit final, et pour les flacons de vaccins qui sont multidoses, c'est-à-dire qui servent à vacciner plusieurs personnes à la suite, eh bien on en rajoute aussi du mercure pour toujours que la préparation reste stérile. Mais en principe, dans la plupart des vaccins maintenant, sauf 1 ou 2 vaccins contre la grippe, mis à part les flacons multidoses, on ne rajoute pas de mercure à la fin de la fabrication. Le seul problème, c'est qu'il peut en rester des traces de ce qui a été utilisé pendant le processus de fabrication. Donc le mercure n'est pas un adjuvant, c'est un conservateur. Par contre, il y a un autre conservateur pour lequel il faut dire 2 mots, qui est très inquiétant, c'est le borax.
Le borax, c'est le conservateur du vaccin le plus répandu contre les papillomavirus, vaccin qu'on appelle le Gardasil. Dans ce Gardasil, le conservateur, c'est le borax. En point de vue chimique, c'est très simple, hein, c'est du borate de soude. Bon, au passage, c'est un des produits qui intervient dans la composition de la morora, mais c'est surtout un produit qui doit être transporté sur des récipients qui portent le logo à tête de mort. Et surtout, les récipients qui contiennent du borate de soude doivent porter deux références, R60 et R61. Et quand vous recherchez ce que ça signifie en clair, eh bien R60, c'est peut altérer la fertilité, et R61 peut altérer le développement de l'embryon pendant la grossesse. Alors, quand on pense que ce conservateur est utilisé pour un vaccin destiné aux voies génitales des femmes, enfin aux fillettes surtout, eh bien, on s'interroge. Et moi, je me dis, est-ce qu'on ne va pas au-devant d'un problème qui a été celui du Distilbène il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, les femmes, pour éviter en principe les fausses couches, recevaient ce qu'on appelle donc du Distilbène, qui était une hormone de synthèse et qui s'est révélé pouvoir déclencher des cancers chez les femmes qui avaient reçu ce produit. Et ce qui est pire, les filles de ces femmes qui, elles, n'ont pas reçu ce Distilbène, eh bien, ont déclenché également, dans un certain nombre de cas, des cancers de l'appareil génital. Et qui plus est, ont eu beaucoup de mal à conduire des grossesses à terme. Et aujourd'hui, on sait que dans les petits-enfants, des femmes qui ont reçu donc ce Distilbène dans les années 60-70, eh bien, ces petits-enfants aujourd'hui présentent, aussi bien les petits garçons que les petites filles, des anomalies de l'appareil génital. Donc, vous voyez, on a là affaire à un produit qui cause des dégâts transgénérationnels. Hein. Ce ne sont pas les individus qui ont reçu uniquement donc ces produits, mais éventuellement leurs descendants qui peuvent être atteints également. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est les fillettes qu'on vaccine aujourd'hui par le Gardasil contenant ce borax, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans 15 ans lorsqu'elles vont devenir enceintes, et qu'est-ce qui adviendra de leurs petits-enfants si ce produit agit également à travers les générations. Vous ne nous rassurez pas sur les vaccins, hein. Mais je vous crois... rassure pas, c'est la réalité, hein. Il faut voir les choses en face. Hein. Oui, j'entends. C'est pour ça que je dis, moi, la vaccination, bon, moi, on dit toujours, mais vous êtes anti-vaccinal. Absolument pas. Moi, je dis, il faut donner une information loyale. Hein. Je ne dis pas la gravité de certaines maladies, mais par contre, il faut connaître aussi la gravité des effets secondaires qu'on peut avoir suite à la vaccination. Et à partir de là, bon, on choisit. Et donc, pour tous les médecins, comme pour les parents d'ailleurs, je ne peux leur conseiller que de lire votre livre qui s'appelle Vaccination et qui est paru donc aux éditions d'Angle. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Voilà, eh ben, je vous en prie. À bientôt, au revoir.